Claire Decommer, directrice marketing de Reach, nous présente la 10e édition du rapport Reach 2026 du marketing d'influence. Notre programme, consolidation du secteur, montée en puissance de TikTok, professionnalisation des pratiques et fin du bricolage. Même si l'UGC et le bouche à oreille restent pour nous la meilleure voie de progrès pour les marketeurs. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, marketing d'influence 2026. La professionnalisation s'impose, les bricoleurs ont vécu. Depuis 10 ans, Reach prend le pouls du marketing d'influence en France. Chaque année, l'agence et l'éditeur de logiciels publie une étude de référence qui analyse les comportements et les attentes des parties prenantes du secteur. Créateurs de contenu, consommateurs, annonceurs et agences. Pour cette 10e édition, Reach a choisi de donner la parole aux professionnels du marketing et de la communication. Cela avait déjà été le cas lors de l'édition 2022. 402 annonceurs et agences actifs en France ont répondu à l'enquête menée en octobre et novembre 2025. Claire Decommer, qui pilote cette initiative depuis ses débuts, en détaille les principaux enseignements dans ce podcast. Je vous laisse donc en sa compagnie. Eh bien, je suis avec Claire Decommer de Reach. Bonjour Claire, je suis ravi de vous revoir après notre interview de l'année dernière. Et nous allons faire le point comme d'habitude, comme tous les ans avec Reach et avec vous-même, sur les marques et le marketing d'influence. Pour cette 10e édition, dis donc, 10 ans, ça commence à faire, hein, ça devient un vieux métier, ça. Ouais, c'est presque un vieux métier. En effet, Reach a un petit peu plus de 10 ans d'existence et dès le début, on a souhaité lancer ces études annuelles pour prendre le pouls du secteur année après année. Et donc, on est en effet cette année sur une édition anniversaire. Voilà, et puis depuis 2-3 ans, vous variez un peu les plaisirs, vous avez sondé les créateurs de contenu, les consommateurs, les deux même. Et puis cette année, ce sont les annonceurs et les agences, 400 répondants, qui avaient déjà été faits en 2022, je crois, les annonceurs, hein, c'est ça? Ouais, exactement. Donc c'est la deuxième fois qu'on a interrogé les annonceurs. La fois précédente, vous avez raison, c'était en 2022. Et donc on alterne maintenant entre ces trois populations qui sont les créateurs de contenu, les consommateurs français et donc les annonceurs et agences d'ailleurs, puisque dans le panel des répondants, on a à la fois des annonceurs et des agences qui donc pratiquent, sont du côté professionnel du marketing et de la communication et qui pratiquent le levier de l'influence. D'accord. Et la raison pour laquelle on interviewe les annonceurs, c'est uniquement pour la rotation ou est-ce qu'il y a des circonstances particulières ? C'est intéressant parce que ça permet de confronter la réalité opérationnelle des marques aux attentes des créateurs et des consommateurs qui ont été précédemment sondés. Et puis, ça permet aussi de mesurer l'évolution structurelle du marché versus la première fois qu'on les avait interrogés en 2022, de valider aussi côté métier la pérennité du levier et d'avoir vraiment un son de cloche de la part des trois parties prenantes. Alors, l'année dernière, on évoquait ensemble le fantasme des revenus des influenceurs perçus par les consommateurs. Alors, du côté des marques, par contre, là, ça ne se dément pas. Les influenceurs, c'est du solide. Ouais. En effet, alors l'année dernière, en effet, il y avait et il y a souvent eu un fantasme autour des revenus. Pour le reste, de la part des Français et des consommateurs, les créateurs de contenu sont une population qui est très appréciée et qui a une place importante dans leur cœur et dans leur vie. Et donc, les marques l'ont bien compris. Ce sont des personnalités qui aujourd'hui sont ancrées dans le quotidien des Français et qui sont donc devenues incontournables. Si on souhaite toucher les consommateurs, ce serait pratiquement une erreur de ne pas y être, de ne pas en faire. Et en effet, parmi les répondants, 94% considèrent l'influence marketing comme un levier performant et 98%, donc quasi majorité, pensent que sa part va continuer à progresser dans le mix marketing des entreprises. Alors pourtant, dans les influenceurs, des fois, il y a des brebis galeuses, ça arrive. Et il y a eu beaucoup de polémiques aussi autour de ça, et pas toujours une image
parfaite non plus, hein, au point que beaucoup de ces influenceurs, on en fait un peu partie, nous, préfèrent se faire appeler créateurs de contenu. Oui, en effet, il y a eu un changement de dénomination. Le terme influenceur était un peu sulfureux et avait tendance à rassembler un tout qui était très hétérogène finalement. On a beaucoup entendu le terme d'influ-voleur. On parlait des stars de télé-réalité à Dubaï qui représentaient finalement même pas 1% de la réalité du marché. Donc en effet, le terme de créateur de contenu qui revient finalement à l'essence de ce que sont ces personnes-là. Ce sont des personnes qui créent du contenu sur les réseaux sociaux. C'est un terme plus proche finalement de ce qu'ils sont, et ça permet aussi de moins faire l'amalgame avec une toute petite minorité qui tendrait à dévaloriser tout le secteur. Ok, alors donc ce terme de créateur de contenu il commence à s'installer dans la population. Il est pas teinté non plus de mauvaises pratiques, celui-là. Il est toujours bon. Oui, il a pris sa place. Quand on avait interrogé les Français l'année dernière, ils étaient une bonne partie à connaître ce terme. Je pense que le terme vulgarisé d'influenceur continue à coexister, mais les deux réalités existent. On parle aussi beaucoup plus côté business et métier de la creator economy. Là, c'est plus large pour le coup et ça rassemble vraiment tous les métiers du secteur, que ce soit les créateurs eux-mêmes, les agents de talent, les agences, etc. Donc, on voit qu'il y a des terminologies variées pour parler de ce secteur et de ce métier. Alors, sur les plateformes, pas de changement côté Instagram, hein, ça reste indétrônable avec 94-95% d'utilisation par les annonceurs pour leur campagne d'influence. Alors là, cette fois-ci, on peut quand même dire que Facebook est en train de prendre un sacré coup de vieux. Ouais, en effet, on est sur une grosse baisse de Facebook. C'est surtout vrai pour l'influence organique. Néanmoins, ça reste un réseau qui peut être performant en amplification, c'est-à-dire dans la médiatisation des contenus des influenceurs, et ça permet, il a plusieurs atouts, notamment de toucher des populations qui vont être un petit peu plus âgées ou de répondre à des objectifs de conversion comme de la génération de trafic. Donc je pense pas que ce soit la fin annoncée de Facebook pour l'influence au global. En revanche, pour l'organique, c'est vrai qu'on voit quasi plus aucune campagne qui intègre en première intention Facebook parmi les plateformes souhaitées. Et pourtant, il faudra le rappeler quand même, les vieux ont de l'avenir dans un pays où ils sont de plus en plus nombreux. Mais alors donc, dans tous les cas, très peu d'agences l'utilisent et aussi très peu d'annonceurs aujourd'hui, en fait. Oui. Tout à fait. D'accord. Alors, c'est vraiment la fin de Facebook ou est-ce qu'on va encore en parler un peu ? Non, je pense qu'on va continuer d'en parler, ne serait-ce que pour le réseau social qu'il constitue, la messagerie qui constitue entre les personnes, mais en revanche pour l'influence en tant que telle. Facebook comme d'autres, hein, on a vu aussi une grosse chute pour X, ex-Twitter. Je pense en effet que pour ces réseaux-là, on est sur la fin d'une ère. Après, faut jamais dire jamais, rien n'est jamais gravé dans le marbre. On a vu des réseaux perdre en vitesse et puis se réinventer, revenir sur le devant de la scène. Donc voilà, on reste ouvert et on verra ce qui se passera dans les années à venir. On va revenir sur X dans quelques secondes. Alors, un frein principal quand même, et ça ne change pas depuis le début, c'est le calcul du ROI, hein, qui est cité par la moitié des répondants. Oui, en effet, ce qui est intéressant, c'est que parmi les freins à la pratique encore plus large de l'influence marketing, c'est le calcul du ROI qui est cité par la moitié des répondants.
Seulement 1 sur 5 cite le ROI de l'influence qui serait insuffisant. Donc, on n'est pas sur l'identification d'un manque de performance, on est vraiment sur de la difficulté technique à le mesurer. C'est assez lié avec une autre question qu'on a posée qui est l'équipement de ces agences, de ces annonceurs qui font de l'influence marketing. Quand on leur a posé la question pour savoir s'ils utilisaient un outil pour mener leur campagne, eh bien, on s'est rendu compte que seuls 40% des marques disposaient d'un outil dédié, 59% des agences. On peut se dire que c'est plus élevé, certes, mais ça fait toujours plus d'un tiers des agences qui font de l'influence et qui ne sont pas équipées d'un outil pour le faire. Pour nous, ça a été vraiment une surprise et on considère vraiment que c'est une anomalie de marché. Je connais très peu d'autres domaines, marketing, de communication, où on pratique un levier sans avoir un outil pour bien le faire. En SEO, typiquement, on va pas aller compter chaque jour sur quelle page on se retrouve sur Google. Donc, bien sûr, ces chiffres sont en progression par rapport à 2022, mais ils restent, selon nous, assez faibles et c'est la raison principale pour laquelle on pense qu'il y a une difficulté à calculer le ROI puisque on n'a pas tous en main les outils pour le faire. Bon, il y a peut-être aussi un peu d'opacité derrière les chiffres quand ils sont fournis. Pour pratiquer ça de temps en temps, c'est pas toujours clair, même pour nous-mêmes. Mais c'est sûr que il y a aussi, je pense, un effet décorrélé entre on a facilement des KPI qui vont venir alimenter plutôt le haut du funnel, donc le nombre d'impressions, le nombre de vues générées, le nombre d'engagements. En revanche, quand on essaye de mesurer la conversion, forcément, on rencontre des difficultés puisque on est sur du multi-écran, on n'est pas forcément sur de l'acte d'achat immédiat, donc l'absence de preuves peut être considéré par certains comme une absence d'efficacité globale, alors que la réalité est, et d'ailleurs on l'avait vu dans notre étude l'année dernière, que l'impact des campagnes d'influence marketing sur le consommateur est bien réel et prouvé, puisqu'ils étaient 75% à affirmer avoir déjà acheté un produit ou un service après avoir été exposé à une campagne d'influence. Alors, on va poursuivre le panorama des évolutions significatives. Alors, il y a TikTok. Alors, TikTok, c'est pas nouveau, mais alors là, c'est véritablement l'explosion. C'est 86% des agences, 64% des marques. Finalement, peut-être avec un peu de retard à l'allumage derrière les consommateurs, d'ailleurs, je suppose. Oui, en effet. Aujourd'hui, les marques et les agences ne testent plus TikTok, elles l'ont intégré comme un standard pour la grande majorité d'entre elles. C'est le réseau qui a connu la plus forte progression. Quand on regarde du côté des agences, on est quasi au niveau par rapport à Instagram. Donc oui, c'est le réseau le plus dynamique. Et donc on est sur un trio de tête qui reste inchangé, qui est Instagram, TikTok et YouTube, avec des challengers sérieux qui arrivent en tête, mais on va sûrement en reparler. D'ailleurs, j'ai remarqué parmi vos sponsors, il y a Snapchat. C'est bien parce qu'on les avait complètement oubliés, ceux-là. Ils sont encore là. On parlait en effet de réseaux qui savaient faire des comebacks. Snapchat en fait partie. On en avait moins entendu parler pendant un moment. Depuis quelques mois, quelques années, ils sont vraiment revenus en force sur le marché français notamment. Et en effet, ça nous a semblé intéressant d'avoir Snapchat comme partenaire de cette étude, parce qu'on est toujours à l'affût des réseaux, des plateformes qui sont montantes, qui savent se réinventer. Et Snapchat, par essence, a toujours été un réseau très conversationnel. Finalement, pendant longtemps, ça n'a été presque plus qu'une messagerie, et c'est ce qu'on trouve intéressant dans ce réseau. C'est un réseau qui sait créer de la proximité entre les créateurs et les audiences, et on voit d'ailleurs dans l'étude que c'est le critère qui est le plus recherché et le plus apprécié par les annonceurs dans l'influence. C'est justement cette proximité qui existe entre les créateurs et leurs audiences, et donc ça nous semblait assez pertinent dans ce sens-là d'avoir Snapchat en partenaire de cette étude cette année.
Alors, toujours sur ces plateformes, est-ce que vous voyez un peu de frémissement côté des plateformes plus récentes comme BeReal ou que j'ai pas vu dans votre panel, donc il a dû disparaître, ou le fameux Blue Sky, qui est un moment sur lequel les nuages se sont amoncelés finalement. Oui, 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 on a BeReal, Blue Sky font partie des nouveaux réseaux sur lesquels on a interrogé les marques et les annonceurs. On sent qu'il y a un frémissement. Typiquement, 16% des agences envisagent de se lancer sur une ou plusieurs campagnes sur BeReal en 2026. Côté Substack ou Blue Sky, on est sur des choses beaucoup plus légères, entre 1 et 2 ou à 3%. Mais on sent que sur BeReal, il y a un intérêt qui est grossissant, ouais. D'accord. Et puis il y a la petite bébête qui monte, c'est Twitch, c'est incroyable. Ouais, elle monte. Alors c'est beaucoup plus marqué du côté des agences qui sont 25% à considérer le réseau pour la plateforme pour des campagnes en 2026. Les marques, elles, ne sont que entre guillemets 8%. Donc je pense que ça démontre un peut-être une difficulté à savoir comment bien appréhender le réseau, peut-être aussi toujours des idées reçues sur le fait que c'est une plateforme qui serait plutôt dédiée au gaming, alors qu'on sait qu'aujourd'hui il y a plein d'autres sujets et secteurs qui peuvent s'y intégrer. Mais oui, en effet, Snapchat et Twitch sont vraiment les deux réseaux en progression avec une dynamique intéressante à surveiller. Alors, ce que je vois aussi avec intérêt, en dehors du Pinterest qui est toujours là dans le fond du tableau, mais qui disparaît pas, on voit les blogs qui sont encore là. Donc, ça fait 20 ans qu'on écrit des articles, le blog est-il mort? Donc, c'est bien, c'est rassurant, et on voit qu'il est toujours là. Et puis alors, à la fin, alors là, ça commence aussi à sentir le sapin, on voit nos amis de X, ex-Twitter. Finalement, X, c'était peut-être pas un très bon nom pour un... Non, c'était... l'annonce de leur futur. Oui, en effet, ce sont des plateformes qui ont peut-être pas suffisamment réussi à montrer leur capacité à générer de l'engagement créatif par rapport à d'autres plateformes. Et puis il y a évidemment des enjeux beaucoup plus larges que les enjeux business, qui sont les enjeux géopolitiques qui rentrent en compte dans ces décisions. Donc je pense que il y a un sujet de brand safety qui ressort beaucoup de cette étude. Notamment sur la sélection des influenceurs, mais par capillarité, la sélection des plateformes est aussi en jeu, et je pense que c'est ce qui explique la chute de X. Voilà. Et notamment, on notera un effondrement du côté des marques. On est passé de 6%, qui était déjà pas bien fameux en 2022, à 2%. Donc finalement, il n'y a plus que les politiques qui l'utilisent. Les politiques et quelques journalistes qui sont pas encore passés chez la concurrence. Oui. Et on commence à voir d'ailleurs les Blue Sky qui commencent à apparaître à la télé, donc c'est peut-être bon signe. Bon, enfin bref, on sera peut-être bientôt débarrassé de ce marécage. Alors la rémunération financière des créateurs, on en parlait tout à l'heure. Ça s'impose comme le nouveau standard maintenant. Donc ça y est, c'est fini, quoi. L'influenceur gratuit, c'est terminé, on peut oublier. On peut nuancer un petit peu, mais oui, en effet, c'est vraiment un enseignement clé de l'étude pour nous, que la rémunération financière soit devenue la norme sur le marché. Puisqu'elle est pratiquée par 86% des agences et 68% des marques, en forte progression des deux côtés par rapport à 2022. Il y a évidemment un effet législatif qui est passé par là et qui a accéléré ce mouvement. Mais on pense que c'est une très bonne chose à la fois pour les créateurs, évidemment, mais aussi pour les marques, puisque ça permet, qui dit rémunération financière dit un contrat, et un contrat permet évidemment de mieux cadrer les attentes d'un côté et de l'autre. Et on voit d'ailleurs que le niveau de satisfaction vis-à-vis des collaborations est en hausse. Donc c'est plutôt un effet vertueux pour tout le secteur. C'est pour autant pas la fin du seeding. Certes, c'est
c'est en forte baisse. Le seeding reste néanmoins un type de partenariat qui est approprié pour certains secteurs. Je pense aux maisons d'édition, je pense à la cosmétique, mais c'est sûr qu'on n'est plus sur du 100% seeding et que les annonceurs ont compris qu'il fallait faire du rémunéré si on voulait être vraiment serein dans ses collaborateurs. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est le seeding ou le sampling, c'est l'envoi gratuit de produits des influenceurs. Effectivement, dans l'édition, ça se fait encore régulièrement, ce qui est un peu logique d'ailleurs si on veut pouvoir interviewer les auteurs en sachant de quoi ils parlent. Alors, le certificat de l'influence commerciale responsable de la RPP, qui est aussi un de vos sponsors, si j'ai bien compris, c'est maintenant, ça y est, c'est quelque chose d'établi, tout le monde connaît, c'est fini, quoi. Les ruptures de transparence, c'est terminé, ça. Oui, en effet, il y a eu une grosse croissance de la notoriété du certificat entre 2022 et cette année. C'est assez logique puisqu'en 2022, il était tout nouveau, il était sorti l'année précédente, mais c'est vraiment des chiffres qui font plaisir à voir. 79% des agences, 59% des marques qui le connaissent et puis une grande majorité qui le considèrent comme étant utile. On a de plus en plus d'agences qui le proposent systématiquement pour les influenceurs qu'ils activent pour des campagnes, voire de marques qui demandent systématiquement à travailler avec des influenceurs certifiés. C'est pas nécessairement une condition sine qua non au moment de la sélection d'un influenceur. On va pas forcément ne sélectionner que des influenceurs certifiés. En revanche, si on les sélectionne pour d'autres critères, parce qu'ils ont une expertise, de bonnes performances, etc., on peut exiger d'eux qu'ils le passent et donc le financer pour eux avant de les activer pour une campagne. Et donc ça, encore une fois, on sent une professionnalisation, une structuration du secteur qui est positive. Très bien. Bon, on partait de très loin puisque en 2022, la notoriété était quasi nulle. Bon, il peut y avoir des variations aussi entre B2C et B2B, par exemple. Je pense que là, au B2B, l'expertise est plus connue. Puis de toute façon, il y a une évidente obligation d'éthique et de transparence. B2B, je pense que c'est un peu différent. Oui, je pense que les créateurs B2B sont plus au fait évidemment de ces règles-là, et puis la diversité des créateurs B2C est tellement plus large que même du côté des créateurs qu'on avait interrogés il y a 2 ans, la notoriété du certificat était pas encore à 100%, mais je pense que ça a bien évolué depuis. Et tout ça change beaucoup et c'est pas fini parce que les créateurs maintenant, les fameux créateurs de contenu qui sont privilégiés par les marques et les agences, c'est plutôt les gros en fait. C'est entre 100 000 et 500 000 abonnés. Quand même, ça commence à faire 500 000 abonnés, c'est pas tout le monde. Donc au détriment malheur à eux, des micro-influenceurs. C'est fini les bricoleurs, c'est terminé. Oui, c'est effectivement, ça peut paraître un peu paradoxal, mais selon moi, ça s'explique par une rationalisation à la fois économique et structurelle du marché. Je pense pas que les micro-influenceurs perdent la bataille de l'authenticité, ça c'est sûr, mais ils perdent peut-être la bataille de l'efficacité opérationnelle. Je pense que du côté des annonceurs, on est sur une recherche à la fois d'une puissance de frappe et d'une proximité avec un taux d'engagement qui reste très intéressant pour les mid à top profil dont on parle, 100 000 à 500 000 abonnés. Et puis, je pense que il y a aussi une contrainte de ressources qui peut rentrer en ligne de compte. On sait que la gestion de profils, peu importe qu'ils soient micro ou de taille plus importante, c'est du temps, c'est des échanges, et donc aller activer moins de plus gros profils versus des dizaines de plus petits, il y a une rationalisation aussi des ressources qui entrent en compte. Et si on est mauvaise langue, on pourrait dire que finalement c'est assez révélateur d'une tendance à la facilité et de payer finalement plus cher, ce qui va rapporter plus à coup sûr, mais finalement de passer un peu moins de temps à essayer de faire du bouche à oreille comme on faisait dans le temps. Mais ça reste peut-être une option pour certaines marques qui ont peut-être moins de moyens.
puisque le manque de budget reste un point important que vous signez dans votre étude, et que finalement, peut-être passer un petit peu plus de temps avec des influenceurs moins gourmands, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je pense pas du tout que ce soit la fin des micro-influenceurs. Ça reste une typologie de profil très efficace et très intéressante selon la maturité d'une marque, selon le secteur d'une marque, et c'est aussi des profils qui sont de plus en plus sollicités et utilisés pour ce qu'on appelle l'UGC, le User Generated Content, c'est-à-dire finalement de la production de contenu en marque blanche qu'on ne demande pas forcément à l'influenceur de publier sur son compte, mais qu'on va rémunérer pour vraiment de la production de contenu qu'on va pouvoir réutiliser pour ses propres réseaux sociaux, son site internet, une fiche produit ou autre. Et donc on voit qu'il y a aussi une petite transition des partenariats à l'œuvre sur ces profils qui restent vraiment partie prenante du secteur. Oui, c'est finalement le bon vieil UGC qui reste toujours très très puissant quand on sait bien le manipuler. C'est la difficulté justement pour les marketeurs, c'est d'aller au-delà de la simplicité. Alors, il y a des points de vigilance pour l'avenir, et notamment il y a un frein majeur. Alors celui-là il m'a un peu étonné. C'est une trentaine de % des répondants qui déclarent encore être bloqués par leur direction. Alors je sais pas, peut-être que c'est le fait plutôt d'entreprises plus petites que d'entreprises plus grandes. Oui, en effet, on était aussi assez étonnés de ce chiffre-là. Alors, le 29%, il s'agit des freins pour les annonceurs qui ne font pas encore d'influence marketing. On a posé la même question aux 83% des répondants qui pratiquaient l'influence marketing en leur demandant les freins qu'ils rencontraient à une pratique et un développement encore plus large de l'influence. Néanmoins, la méfiance de la direction est revenue aussi dans le top 3, mais à 22% versus 21% en 2022. On pense néanmoins que c'est une méfiance qui s'est un petit peu transformé et déplacé, là où en 2022, on pouvait être vraiment sur une méconnaissance du secteur. On parlait justement tout à l'heure des influenceurs, des stars de télé-réalité avec des idées préconçues assez et des préjugés assez négatifs. On pense qu'aujourd'hui, on s'est transformé vers une crainte qui est un petit peu plus rationnelle. On parlait de brand safety tout à l'heure. Faire appel à des créateurs de contenu à qui on confie entre guillemets les clés du camion pour parler au nom de sa marque, ça comporte un risque, même si on est précautionneux dans la sélection et dans l'accompagnement de ces créateurs-là. Et donc, on pense que la méfiance de la direction est associée à ces enjeux-là de protection de sa marque, de ne pas s'associer avec quelqu'un qui pourrait générer un bad buzz ou autre. Oui. Alors, deuxième point pour l'avenir, on a parlé tout à l'heure de la rémunération des créateurs de contenu comme étant quelque chose qui devient standard, mais pour autant, il y a encore un bon paquet de marques, 18%, qui ont du mal à déterminer les rémunérations qu'il faut donner. Ça fait quand même beaucoup. Il y a pas, je dirais, un tarif syndical sur le marché pour l'influenceur? Bah non, malheureusement, contrairement à d'autres leviers, on n'a pas de grille tarifaire standardisé comme le CPM dans les médias classiques, tout simplement parce que il y a un influenceur pour une même taille de communauté donnée va pas engager sa communauté de la même manière, va peut-être pas avoir la même créativité, et puis quand bien même on est face à deux profils similaires, si on demande un reel Instagram, on peut avoir des choses beaucoup plus poussées versus des types de partenariats plus simples. Donc vraiment la multiplicité des critères qui rentrent en compte pour la rémunération d'un créateur fait que c'est quasi impossible, en tout cas difficile, d'imaginer une grille standardisée. La solution qui se dessine pour pallier à cette difficulté, c'est à la fois l'outillage et l'intermédiation, puisque aujourd'hui les technologies permettent de faire des projections, des forecasts par exemple sur les
les statistiques qu'on peut espérer atteindre en activant tel ou tel influenceur. Et donc, si on met un budget en face de ça, on peut comparer au moins des profils et voir lequel sera le plus efficace. Et donc être plus confiant dans sa négociation avec les profils, ou bien se faire accompagner d'un intermédiaire qui sont les agences, puisqu'évidemment avec l'effet volume, elles sont beaucoup plus habituées et formées à ces pratiques. Peut-être une idée d'ailleurs de fonctionnalité pour votre outil chez Rich, de fournir justement ces comparatifs de tarifs aux clients qui pourraient peut-être leur donner des idées, puisque 20% c'est quand même beaucoup. Alors, plus largement, on sait que la visibilité organique devient très difficile sur les plateformes. Je ne vais pas dire impossible, mais ça devient quand même très difficile. Ça devient vraiment un métier. Encore une fois, finalement, on sort du bricolage, mais finalement, les médias sociaux, ça devient un travail où, sans budget média, on n'arrive pas forcément à grand-chose. Oui, en effet, on touche à la limite des algorithmes et de l'organique. Aujourd'hui, publier un contenu de manière organique sur un compte, on sait qu'on a un reach, une portée qui est limitée, et donc la médiatisation de ces contenus permet finalement de rationaliser le budget qu'on a dépensé pour la création et la diffusion organique de ce contenu. On voit que l'amplification est une pratique qui a explosé, qui est pratiquée par plus de 53% des répondants, dont 22 de manière systématique. On n'est pas encore sur des poches budgétaires qui sont du 1 pour 1 comme c'est le cas aux États-Unis. Une grande majorité dépense au plus 24% du budget total de la campagne en médiatisation. Néanmoins, c'est vrai que ça permet de rationaliser le budget dépensé dans la création de ce contenu, et puis ça permet aussi de tirer parti de la puissance des outils de ciblage que sont les TikTok Ads Manager, Facebook Business Manager, puisque ça va permettre d'aller vraiment cibler son cœur de cible, cibler des personnes qui se trouvent dans une zone géographique là où on sait qu'une audience de créateurs de contenu est quand même diverse, et qu'on va pas forcément cibler toutes les personnes qu'on souhaiterait quand on fait appel de manière organique à un créateur. Tout ça, c'est pas sans poser non plus quelques questions sur le ROI dont on parlait tout à l'heure, parce que forcément, il y a le reach, et puis il y a le reach qu'on a payé. Donc c'est quelque part, ça pose des questions également, puis ça pose des questions surtout en termes de dépenses, parce que la publicité sur les médias sociaux, ça finit par devenir très cher. Alors, l'étude... ça m'a étonné, ça. L'étude ne mentionne pas l'intelligence artificielle générative. Vous êtes tombé dans un trou ou qu'est-ce qui se passe? Non, c'est vrai qu'on n'y a pas fait référence frontalement. En revanche, on a évidemment fait le lien entre certaines réponses et l'utilisation de l'IA qui est croissante, et notamment sur ce qui est apprécié dans l'influence marketing par les annonceurs. On a le lien de confiance entre le créateur et sa communauté et la créativité qui sont cités en deux premières réponses, et donc on pense que il y a des choses que l'IA ne pourra pas ou pas encore remplacer, contrairement à d'autres choses qu'elle va permettre de dynamiser ou de faciliter, notamment la création de plusieurs formats, d'une multitude de contenus, etc. Donc quand même, ce plébiscite pour une relation incarnée suggère que pour l'instant, en tout cas sur ces aspects-là, l'IA n'est pas prêt tout à fait de répondre aux besoins des annonceurs, qui est vraiment de bénéficier de la caution et de l'authenticité d'un vrai créateur ou d'une vraie créatrice de contenu. Alors je veux bien croire que d'un côté, il y a les vilains utilisateurs indépendants qui font n'importe quoi avec l'intelligence artificielle, puis de l'autre côté, les gentils annonceurs qui ne l'utilisent jamais, mais quelque part, j'ai un peu de mal à le croire quand même. Non, c'est pas qu'ils l'utilisent jamais, et au contraire, je pense que l'IA, pour les créateurs de contenu eux-mêmes, est un outil qui peut être très puissant et leur faire gagner en productivité. Je pense juste pas qu'on ait
sur le point d'avoir des créateurs de contenu qui seraient tous remplacés par des créateurs virtuels ou autres. Et d'ailleurs, on sait que aujourd'hui, notamment avec l'IA Act qui se profile, les contenus générés par l'IA qui doivent être mentionnés. Il y a quand même une interrogation à avoir sur l'impact et de ce type de contenu versus ceux créés par les créateurs de contenu. Et je pense que les annonceurs font encore attention à ça avant de se lancer à corps perdu dans l'utilisation de l'IA à tout va. Intéressant. Je suis très curieux de voir la chose évoluer l'année prochaine et peut-être que c'est une idée de rajouter ça à votre étude pour... On prend note. Alors, pour conclure, si vous deviez donner un conseil aux marques et aux agences pour naviguer dans ce maelstrom 2026-2027. Oui, alors j'aurais 2 conseils. Le premier, c'est de pas hésiter à structurer leur pratique évidemment, mais à se faire accompagner. Et quand je dis se faire accompagner, c'est ça peut être de plein de manières possibles. Il y a beaucoup de formats qui existent aujourd'hui sur le marché. On peut déléguer à une agence, on peut s'outiller d'une technologie, on peut se former à l'influence marketing. Je pense qu'on a, alors c'est probablement moins le cas aujourd'hui, mais on a longtemps cru que c'était facile de contacter quelqu'un sur Instagram, de lui commander entre guillemets quelques contenus et puis de le rémunérer ou pas pour ça. Néanmoins, c'est une illusion. C'est un secteur qui est structuré, qui a des codes, qui a un fonctionnement bien particulier. Et donc, si on veut réussir à naviguer dans ce secteur et dépasser les enjeux qui sont les enjeux actuels, notamment de mesure du ROI, etc., il faut se professionnaliser et se mettre à niveau sur ce secteur. Encore une fois, c'est la fin du bricolage. On est vraiment dans la professionnalisation. Alors, justement, qu'est-ce qu'on peut recommander également aux créateurs de contenu en B2C et en B2B? Ouais, j'irais dans le même sens, c'est-à-dire se faire accompagner, bien s'entourer. Aujourd'hui, il y a le marché est structuré, il y a l'UMIC, l'Union des métiers des influenceurs et des créateurs de contenu, qui existe depuis 2023, dont les créateurs peuvent être adhérents et qui prodiguent plein d'accompagnements et de conseils pour ne plus qu'ils se sentent un petit peu seuls et perdus au milieu de tout cet univers. La RPP en est un autre, notamment avec ce certificat qui permet aux créateurs d'avoir une caution auprès des annonceurs et puis aussi évidemment eux-mêmes d'être accompagnés et formés pour bien répondre aux obligations légales. Donc je dirais de bien exploiter toutes les ressources qui sont à leur disposition aujourd'hui et qui n'existaient pas forcément, ou en tout cas pas dans ces formes, il y a seulement quelques années. Eh bien, merci Claire, et nous attendons avec impatience le rapport 2027 qui nous éclairera sur les évolutions du marché des influenceurs, de l'influence marketing comme d'habitude. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup Yann, au revoir. En conclusion, le fil conducteur de cette 10e édition du rapport Reach est finalement assez simple à formuler. Le marketing d'influence 2026 est un secteur adulte qui exige désormais des pratiques matures. Contrats en bonne et due forme, outils de mesure dédiés, cahiers des charges structurés, certification éthique, budget conséquent. Le temps du contact informel sur Instagram et de l'envoi de produits sans contrepartie est révolu pour les acteurs sérieux. Le conseil de Claire de Commer aux marques et aux agences pour naviguer dans ce paysage en 2026-2027 tient en 2 verbes pronominaux, se structurer et se faire accompagner. Qu'il s'agisse de s'appuyer sur une agence spécialisée, d'adopter une technologie dédiée ou de se former, les ressources abondent avec l'UMIC, Union des métiers des influenceurs et des créateurs de contenu, et l'ARPP en tête. Aux créateurs de contenu, elles livrent le même message. Il faut exploiter les ressources qui n'existaient pas il y a quelques années et qui peuvent les aider à professionnaliser leur activité. Pour aller plus loin, le rapport complet est disponible sur le site de Reach. Vous trouverez un lien dans l'article à la date du 19 février 2026. Rendez-vous en 2027 pour la 11e édition avec, espérons-le,
un chapitre entier consacré à l'intelligence artificielle générative et à son impact réel sur les pratiques, si tant est que la bulle n'ait pas explosé d'ici là. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.